Dans un parc de Berlin, on peut apercevoir les restes d'une sorte de cylindre de béton planté. Aucun panneau, aucune explication à proximité. C'est pourtant le seul vestige d'un projet qui aurait dû effacer Berlin et la remplacer par la capitale du monde, son nom, Germania. Une mégalopole qui, selon Hitler, devait encore être debout dans 2000 ans, faisant l'admiration des touristes du futur. En réalité, un fantasme lié des délires grandioses d'un dictateur qui dessinait des monuments pendant que ses armées semaient la mort à travers l'Europe entière. Berlin, une ville qui étouffe. Pour comprendre d'où vient le projet Germania, il faut d'abord comprendre dans quel état se trouve Berlin au début du XXe siècle. Parce qu'en effet, la ville avait un sérieux problème. En 1871, quand Berlin devient la capitale du nouvel empire allemand unifié, elle compte un peu plus d'un demi-million d'habitants. Les autorités pensent que la population va augmenter lentement. Du coup, elles construisent peu de logements, sans doute même pas assez. Car en 1905, soit un peu plus de 30 ans plus tard, la démographie de la ville explose littéralement. Ces 500 000 habitants sont en effet devenus plus de 2 millions, soit une population multipliée par 4. Et la ville n'est pas du tout préparée à ça. D'ailleurs, les problèmes se voient immédiatement. Par exemple, il n'existe aucune grande artère allant du nord au sud. À la place, un enchevêtrement de lignes de chemin de fer qui traversent la ville dans tous les sens, coupe les routes et crée des bouchons permanents. Berlin, censé incarner la rigueur et l'efficacité allemande, ressemble davantage à un chantier mal organisé. C'est une véritable honte nationale et tout le monde le sait. En 1909, les autorités essaient de prendre le problème par les cornes et lancent un concours international pour repenser la ville. Des projets arrivent de toute l'Europe. Les discussions s'étalent sur des années. Et en 1917, en pleine Première Guerre mondiale, au moment où l'Empire allemand saigne à blanc dans les tranchées, l'architecte Martin Mackler dévoile un plan audacieux. Pas juste une amélioration des transports, mais une refonte complète avec des monuments grandioses à la gloire de la puissance impériale. Cependant, le plan ne survit pas à la chute de l'Empire en 1918. La République de Weimar n'a ni l'argent, ni l'envie, et encore moins la légitimité pour ce genre de projet. Mackler continue de travailler dessus jusqu'en 1919, mais sans suite officielle. Cependant, et c'est là que ça devient intéressant, certains détails de sa vision, voire même quelques fragments de son ambition monumentale, vont réapparaître ailleurs. En fait, dans les carnets de croquis d'un jeune artiste autrichien raté reconverti en agitateur politique, qui commence à rêver lui aussi d'une Berlin transformée. Le lien direct entre Mackler et Hitler n'est pas formellement établi par les historiens. Certains le font, d'autres restent prudents, mais les ressemblances entre certaines idées des deux hommes sont frappantes. Les rêves d'un Autrichien. Il y a quelque chose de paradoxal dans la relation qu'Hitler entretient avec Berlin. Il veut en faire la plus grande ville du monde et en même temps, il la déteste profondément. Berlin des années 1920, c'est la capitale de la République de Weimar. En fait, tout ce qu'Hitler méprise, c'est une ville libérale, cosmopolite et vivante. On y trouve des cabarets, des clubs, des galeries d'art d'avant-garde, une vie intellectuelle et artistique bouillonnante, que les nazis qualifient d'art dégénéré. C'est aussi une ville où les mouvements marxistes sont puissants, et c'est là surtout que vit un quart de la population juive d'Allemagne. Pour Hitler, Berlin est à la fois le siège du pouvoir qu'il convoite, mais également le symbole de tout ce qu'il veut détruire. Les futurs monuments imaginés par Hitler ne sont pas seulement des symboles de grandeur allemande, ce sont aussi de véritables agressions visuelles contre les habitants de cette ville qu'il méprise. Une façon de les écraser sous le marbre, tout du moins symboliquement. Dès 1925, il commence à griffonner des esquisses, des monuments, des arches, ainsi que des halls gigantesques. La pièce maîtresse de ses premières réflexions, c'est un arc de triomphe. Pas comme celui de Paris, ce dernier avait été commandé par Napoléon pour célébrer ses victoires. Non, l'arc d'Hitler devait plutôt être un monument dédié à une défaite. Il voulait en effet y inscrire les noms des 1,8 million d'Allemands morts pendant la Première Guerre mondiale. Une façon de dire, cette mort n'était pas vaine et nous allons vous le prouver. Quoi qu'il en soit, l'idée macère pendant des années dans sa tête. Et quand il prend le pouvoir en janvier 1933, en même temps qu'il consolide son régime, élimine ses rivaux ou met en place sa machine de terreur, il s'attaque à la question de Berlin.
Pour cela, il a la ferme intention de planifier la transformation de la capitale. Et pour cause, les premières réunions de ce qui deviendra Germania ont lieu dès l'été 1933, soit à peine 8 mois après son arrivée au pouvoir. Ce niveau de fixation en dit beaucoup sur l'homme. Albert Speer et Hitler. Pour transformer ses rêves en plans d'architecte, Hitler a besoin d'un homme, et cet homme, il le trouve en 1936. Albert Speer est né en 1905. En 1936, il a 31 ans. C'est un architecte brillant, ambitieux et déjà bien repéré par le régime. C'est lui en effet qui a transformé un terrain vague de Nuremberg en gigantesque arène pour les rassemblements nazis. C'est lui également qui a inventé la cathédrale de lumière. Vous savez, ces centaines de projecteurs braqués vers le ciel qui encadraient les cérémonies du parti d'une manière à la fois sublime mais profondément inquiétante. C'est aussi lui qui avait imaginé le Deutsche Stadion, un stade olympique permanent censé faire de l'Allemagne la patrie éternelle des Jeux. En 1936, Hitler le convoque en tête-à-tête et lui propose quelque chose d'extraordinaire, reconstruire entièrement Berlin. Pas l'améliorer ou la rénover, mais la reconstruire littéralement. L'idée à ce stade a dépassé la simple question du nord-sud manquant. Hitler veut faire pour Berlin ce que le baron Haussmann avait fait pour Paris sous Napoléon III au XIXe siècle. Tout raser et tout rebâtir. Sauf que là où Haussmann avait créé une ville de boulevards aérés, de cours intérieures et de lumière, Speer devait concevoir le miroir en marbre du fascisme. Une ville où chaque rue, chaque bâtiment, chaque place exprimerait la domination, la puissance et l'éternité du Troisième Reich. Speer est séduit, plus que séduit même, il est véritablement enthousiasmé. En 1937, après avoir écarté le maire de Berlin qui protestait contre les destructions à venir, ce maire était d'ailleurs au passage lui-même nazi, ce qui donne une idée du niveau d'excès du projet. Speer est alors nommé inspecteur général des bâtiments de la capitale du Reich avec des pouvoirs pratiquement illimités. Le chantier peut enfin commencer. Les monuments et la démesure. Avant de parler des monuments prévus, il faut comprendre une chose. Le projet Germania n'avait rien à voir avec les véritables besoins de Berlin. Le but n'était pas de rendre la ville plus pratique ou plus agréable à vivre. Hitler voulait surtout impressionner le monde avec une capitale gigantesque et spectaculaire. Voilà exactement ce qui était prévu. Au cœur du projet, une avenue nord-sud de 38 km au total, dont la section centrale, de la gare du Sud jusqu'au Volkshalle, couvrirait 7 km. Son nom prévu, Prachtstraße, la rue de la splendeur. Large de 120 mètres. En comparaison, les Champs-Élysées à Paris font environ 70 mètres de large. L'avenue prévue pour Germania était donc presque 2 fois plus grande. De chaque côté se seraient dressés d'immenses bâtiments officiels, ministères, ambassades ou bien des bureaux du pouvoir, tous en marbre, remplis de colonnes géantes, avec un seul objectif, impressionner et faire paraître les visiteurs minuscules. L'avenue commençait à la gare du Sud, reliée directement à l'aéroport. Dès son arrivée, le voyageur se retrouvait face à une immense place longue d'1 kilomètre, entourée de canons décoratifs. Selon Speer, cette mise en scène devait rappeler l'allée des Sphinx de Luxor en Égypte. Mais en réalité, avec ce qui attendait les visiteurs au bout de cette place gigantesque, difficile de penser à l'Égypte antique. Dominant directement la sortie de la gare, la fameuse arche de triomphe, celle qu'Hitler avait esquissée pour la première fois en 1925. Hauteur prévue, 150 mètres, soit exactement 3 fois la hauteur de l'Arc de Triomphe de Paris. Pour replacer les choses dans leur contexte, les tours de Notre-Dame de Paris font 69 mètres. L'arche de Germania les aurait dépassés plus que du double. Sur ses parois intérieures, les noms des 1,8 million de soldats allemands morts dans la Première Guerre mondiale gravés dans la pierre. Cependant, même cette arche colossale n'aurait pas été le point culminant de l'avenue. En effet, au bout de cette même avenue, la pièce maîtresse aurait été le Volkshalle, que l'on pourrait traduire par hall du peuple. Pour décrire cet édifice, les superlatifs manquent. Il faut vraiment entrer dans les chiffres pour que la chose soit tangible. Hauteur, presque 300 mètres. C'est à peu près la hauteur du bâtiment Chrysler à New York. Sauf que le Chrysler Building est une tour qui monte en flèche,
Le Volkshalle, lui, aurait été un dôme, ce qui signifie qu'il faudrait imaginer la hauteur du Chrysler Building, non pas comme une flèche étroite, mais comme la courbe d'une coupole avec un rayon de 250 mètres à sa base. À titre de comparaison, le dôme de la basilique Saint-Pierre de Rome fait 42 mètres de diamètre. Celui du Volkshalle en aurait fait 250, soit 6 fois plus large. À l'intérieur, lors des grandes cérémonies, jusqu'à 180 000 personnes auraient pu être réunies. Mais ce chiffre posait un problème très concret que Speer lui-même évoque dans ses mémoires. La chaleur corporelle et la respiration de dizaines de milliers d'individus enfermés sous une coupole aussi gigantesque auraient pu en effet créer un véritable microclimat intérieur. Il imaginait déjà de la condensation sur les parois, une sorte de brume flottante, voire même de petits nuages se formant sous le dôme. Hitler, selon le récit de Speer, n'était pas gêné par ce détail. Ce qui le préoccupait davantage, c'était comment il apparaîtrait aux yeux de la postérité, comment les touristes, dans 2000 ans, regarderaient le Volkshalle comme nous regardons aujourd'hui le Panthéon de Rome. Il faut noter que cette anecdote du système météorologique nous vient des mémoires de Speer lui-même, publiées après-guerre. Speer avait à l'époque tout intérêt à se présenter comme un technicien lucide, presque amusé par les lubies de son maître. Ces mémoires sont donc une source précieuse, mais à lire tout de même avec un regard critique. Une véritable mégalopole. Germania n'était pas qu'une collection de monuments, c'était aussi un projet urbain complet, avec une logique de croissance démographique pensée, ou plutôt souhaitée par Hitler. L'objectif, faire venir entre 8 et 15 millions d'Allemands vivre dans la nouvelle capitale. Pour les loger, Speer intégrait environ 160 000 nouveaux logements dans ses plans. La structure urbaine prévue était simple dans son principe. Les axes nord-sud et est-ouest se croisaient au centre, découpant la ville en 4 grands quartiers. Au fur et à mesure que la population augmenterait, ces quartiers s'étendraient vers l'extérieur selon un plan en spirale relié par de grandes routes rayonnant vers la campagne. 3 nouveaux aéroports devaient assurer les connexions avec le reste du monde, un monde que Hitler était convaincu de dominer bientôt. Le coût total estimé du projet, 6 milliards de Reichsmark. Transposer ce chiffre en euros actuels est un exercice difficile. Les méthodes de conversion varient considérablement, mais toutes les estimations sérieuses s'accordent sur une somme d'une ampleur absolument astronomique. En fait, plusieurs dizaines, voire centaines de milliards d'euros selon la méthode retenue. Quoi qu'il en soit, une date butoir pour la fin des travaux est fixée par Hitler, 1950. Ce qui lui donne 17 ans pour raser et reconstruire le centre d'une métropole de plusieurs millions d'habitants. Le tout en pleine montée vers une guerre mondiale, un calendrier bien évidemment impossible à tenir. Une précision importante, Hitler n'avait jamais prévu que ce coût pèse sur les contribuables allemands. En effet, le financement de Germania devait venir du pillage des territoires conquis, polonais, tchèques, français et tous les autres peuples d'Europe que le Troisième Reich comptait dominer. Germania était littéralement une ville bâtie sur le projet de spoliation et d'asservissement de l'Europe entière. Ce qui a réellement été construit. Alors, que s'est-il passé concrètement ? Qu'est-ce qui a effectivement été mis en chantier ? Réponse, presque rien des grandes structures, mais pas totalement rien non plus. Le premier bâtiment officiellement achevé dans le cadre du projet Germania est la nouvelle chancellerie terminée en 1939. Moins grandiose que le Volkshalle ou l'Arche, mais déjà démesurée par elle-même. Sa construction a requis 4000 ouvriers travaillant en continu jour et nuit. Le bureau d'Hitler à l'intérieur était si vaste qu'il impressionnait tous les nouveaux arrivants. Cependant, il n'en reste rien aujourd'hui. Le bâtiment gravement endommagé en 1945 a été entièrement détruit après la guerre, délibérément d'ailleurs, pour qu'il ne devienne pas un lieu de pèlerinage néo-nazi. L'emplacement correspond aujourd'hui approximativement au site du bunker d'Hitler. Mais le vestige le plus singulier de Germania se trouve à Tempelhof, dans un coin peu fréquenté du quartier. Comme on l'a dit en introduction, il s'agit d'un cylindre de béton de la hauteur d'un immeuble de 4 étages, massif et gris. Un cylindre construit dans un but bien précis, car le problème que Speer avait identifié très tôt dans le projet, c'est que Berlin est construite sur des marais. Un sol mou, gorgé d'eau, qui ne supporte pas facilement des structures d'une masse colossale. Or, l'arche de triomphe prévue pesait des centaines de milliers de tonnes. Une question se pose alors, le sol aurait-il tenu ?
Raison pour laquelle, avant de construire l'arche elle-même, Speer fit ériger ce cylindre de béton de 11 mètres de diamètre et de 12 650 tonnes, soit l'équivalent du poids d'un seul des 4 piliers de la future arche. L'objectif était d'observer de combien il s'enfoncerait dans le sol en quelques mois et d'en déduire les travaux de stabilisation nécessaires. Ce cylindre fut construit entre 1941 et 1942, en partie par des prisonniers de guerre français, utilisés comme main-d'œuvre forcée. Il pesa sur le sol pendant plusieurs mois sous surveillance. Le verdict fut sans appel. Le cylindre s'était enfoncé de 19 cm. Pour que l'arche soit viable, il aurait fallu que ce chiffre soit en dessous de 6. Les ingénieurs auraient donc dû engager des travaux massifs de consolidation du sol avant même de poser la première pierre, des travaux supplémentaires, coûteux et chronophages, qui s'ajoutaient déjà à un budget et à un calendrier délirant. Certains ont conclu de cette expérience que Germania était physiquement impossible à construire, que le sol de Berlin n'aurait jamais pu supporter ces masses. Cependant, ce n'est pas le consensus des ingénieurs qui ont étudié le dossier depuis. Selon eux, c'était plutôt faisable, mais à condition d'y consacrer des ressources encore plus considérables, ce que la guerre a évidemment rendu impossible. Aujourd'hui, ce cylindre de béton est toujours là à Tempelhof. Il est d'ailleurs quasiment impossible à démolir car trop dense et trop massif. Il restera probablement là pour des siècles. C'est le seul monument authentique de Germania, non pas un chef-d'œuvre de marbre, mais un bouchon de béton enfoncé dans la boue berlinoise. Autre vestige de l'époque, si vous visitez Berlin aujourd'hui et que vous vous promenez vers la porte de Brandebourg, observez bien les lampadaires qui bordent l'avenue. Ils sont d'un style légèrement différent des autres, un peu plus lourds et un peu plus formels. Ces lampadaires ont été conçus par Speer en personne dans le cadre du projet Germania. La rue elle-même, le prolongement de l'axe est-ouest qui menait à la porte de Brandebourg, fait partie des aménagements réellement réalisés et les lampadaires sont finalement restés en place. Également, dans le parc du Tiergarten, le grand parc central de Berlin, se trouvent 3 tunnels routiers inachevés. Ils étaient destinés à canaliser la circulation nord-sud vers le nouvel axe est-ouest pour éviter que les futurs Berlinois n'aient à traverser en surface. Commencés, jamais terminés, jamais utilisés. Ils sont toujours là, quelque part sous les arbres. Ce qui a été détruit pour Germania. Les traces que Germania a laissées dans la ville ne se mesurent pas seulement à ce qui a été construit, mais aussi à ce qui a été arraché pour faire place au projet. Entre 1937 et le début de la guerre, Speer a supervisé la démolition de 150 000 logements dans les quartiers centraux de Berlin, surtout des immeubles construits pendant l'expansion rapide de la ville à la fin du 19e siècle. Tout ça rasé pour laisser la place aux grandes avenues et aux monuments. Problème, à peine 2000 nouveaux logements avaient été construits pour remplacer ceux détruits ou réquisitionnés. Des milliers de familles expulsées devaient pourtant être relogées quelque part, créant une crise du logement que les autorités étaient incapables de résoudre rapidement. Les autorités nazies trouvèrent tout de même une solution alternative et brutale au problème du relogement, en l'occurrence expulser des familles juives de leurs appartements pour y installer les habitants déplacés par les grands projets urbains du régime. Ces dernières étaient ainsi expulsées de chez elles, envoyées dans des appartements surpeuplés dans d'autres quartiers, puis progressivement déportées vers des ghettos ou des camps de concentration. Les appartements ainsi libérés étaient attribués aux familles allemandes déplacées par les démolitions de Speer. Ce mécanisme est établi par les historiens. Germania a donc directement alimenté de façon concrète et administrative la persécution des Juifs berlinois. Le travail forcé est l'autre face sombre du projet. Les chantiers qui furent entrepris, la construction du cylindre de Tempelhof, les terrassements, les fondations, étaient en grande partie réalisés par des personnes que le régime criminalisait. Des Roms, des sans-abri, des homosexuels, dans un premier temps, puis des prisonniers de guerre, des hommes et des femmes épuisés sur des chantiers destinés à une ville qui ne verrait jamais le jour. Germania, même inachevée, a donc bel et bien causé des souffrances, des destructions ainsi que des déportations bien réelles. La ville de marbre n'a jamais vu le jour, mais elle a pourtant semé misère et injustice. La guerre tue le rêve. En septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. La guerre commence et avec elle, la lente agonie du projet Germania. Dans un premier temps, rien n'est officiellement abandonné. Hitler reste convaincu que la guerre sera courte, quelques mois
1 an tout au plus, et que les travaux reprendront à plein régime dès la paix revenue. À l'automne 1941, alors que les chars allemands roulent vers Moscou et que les armées du Reich massacrent des millions de civils en Ukraine et en Biélorussie, Hitler continue de dicter à Speer ses visions pour la Berlin de l'an 2000. Cependant, la réalité militaire finit par rattraper les fantasmes urbanistiques. L'hiver 1941-1942 en URSS est catastrophique pour la Wehrmacht. L'été 1942 voit les forces allemandes s'enliser à Stalingrad. Et en février 1943, lorsque la 6e armée de Paulus capitule dans les ruines de la ville, il devient évident pour tout le monde, sauf Hitler lui-même, que la guerre est en train de se retourner. Dans ce contexte, maintenir en vie un projet de construction pharaonique devient non seulement absurde, mais physiquement impossible. Les hommes sont au front, l'acier part aux tanks et aux canons, l'argent s'évapore dans les efforts de guerre, l'Afrique du Nord est perdue, la Sicile tombe, et surtout, les bombardements alliés commencent à ravager les villes allemandes. Le projet Germania meurt doucement, sans enterrement officiel, sans déclaration formelle. Il se dissout simplement dans la catastrophe générale. Il est probable qu'Hitler, jusqu'à ses derniers jours dans son bunker en avril 1945, n'ait jamais tout à fait renoncé à son rêve. Speer rapporte qu'il continuait à feuilleter les plans de temps en temps, mais depuis longtemps déjà, la réalité avait transformé ses projets urbains en quelque chose d'aussi crédible qu'un récit de science-fiction. Germania, un cauchemar. Un dernier point mérite d'être évoqué, car il permet de mieux comprendre la véritable nature du projet Germania. Des études urbanistiques récentes ont en effet analysé les plans de Speer avec des outils modernes, comme par exemple des simulateurs de trafic, des études sur la qualité de vie ou bien encore des analyses pédestres. Et ce pour essayer de comprendre ce que ça aurait vraiment donné de vivre dans cette ville. Le résultat est sans appel. Germania aurait été un cauchemar à habiter. Pour les piétons par exemple, les distances entre les grandes structures étaient tellement démesurées que se déplacer à pied d'un endroit à l'autre aurait nécessité de longs trajets souterrains. La ville aurait ainsi forcé ses habitants à marcher des kilomètres sous terre pour aller d'un bâtiment à l'autre. Pour les voitures, un problème de taille. Malgré les grandes avenues, aucun système de gestion du trafic digne de ce nom n'était prévu. Les simulations montrent une ville congestionnée qui aurait été constamment bloquée par les embouteillages. En fait, dans la vie quotidienne la plus banale, Germania n'avait jamais été pensée pour des êtres humains à échelle réelle. Toute son architecture était conçue pour les écraser visuellement, pour leur rappeler leur insignifiance face à la puissance supposée éternelle du Troisième Reich. Ce n'était pas une ville pensée pour être habitée, mais une immense mise en scène idéologique. Plutôt une ville message, bien plus qu'un véritable lieu de vie. Ce constat, finalement, est assez révélateur. Hitler ne pensait pas à ses futurs citoyens, il pensait à sa propre image dans l'histoire. Les 15 millions d'habitants prévus n'étaient en fait que de simples figurants dans sa propre mise en scène permanente. Voilà, avant de se quitter, une dernière anecdote, car il y a un détail qui résume peut-être tout. Dans les plans de Germania, une chose était en effet prévue très précisément, la place exacte des délégations étrangères. Chaque pays soumis ou allié devait ainsi avoir son ambassade, alignée le long de l'axe principal, mais pas n'importe comment. Plus un pays était puissant, ou du moins utile, plus son bâtiment était proche du centre. En revanche, plus il était jugé inférieur et plus son ambassade était reléguée loin, presque invisible. Germania n'était pas seulement une capitale, c'était une carte du monde gravée dans la pierre, une hiérarchie visible et imposée. Au final, une ville conçue pour montrer à chacun sa place, pas seulement aux Allemands, mais au monde entier.